Message de son Excellence Étienne Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Je vous donne l'intégralité de son message actualité ce jour du 2 décembre 2011. Je cite, je lis intégralement. Mes très chers compatriotes, comme vous le savez, j'ai décidé de me porter candidat à l'élection à la présidence de la République, non pas pour accomplir une quelconque ambition personnelle, mais parce que j'estimais que l'avenir de cette nation ne peut être indéfiniment laissé entre les mains de ceux qui, de façon notoire et répétée, se distinguent par la duplicité de leur langage politique, leur goût effréné pour le gain facile, leur mépris total de la vie humaine et de la souffrance de leurs semblables. Mes très chers compatriotes, la lutte pacifique que nous menons ensemble pour retrouver notre dignité d'être humain a pu paraître interminable, car elle nous a conduits sur un long chemin parsemé d'épines, d'embûches et de privations, ayant souvent causé l'amertume, la douleur et le deuil. Au cours de ma longue lutte politique, j'ai perdu mes amis, des partisans ou de simples sympathisants, dont le seul tort avait été de partager cet idéal de liberté et de progrès humain. J'ai également été profondément marqué par le départ de certains de mes amis, de mes intimes, avec qui je n'étais pas seulement lié politiquement, mais aussi personnellement. Ils ont estimé que la voie de la rigueur morale à laquelle je m'étais astreint n'était peut-être pas la bonne. Ils ont choisi des voies différentes en cédant à des compromis qui sont vite devenus des compromissions. D'autres, qui furent aussi de mes proches compagnons, animés par je ne sais quelle force des ténèbres, ont mis toutes leurs énergies à creuser la division et la haine entre différentes communautés de la nation, régnant aussi fortement cet idéal de changement que nous avions pourtant partagé. D'autres encore, qui ne faisaient pas partie de ma famille politique, mais avec qui nous avions si vaillamment vaincu les forces avilissantes du statu quo au sein de la conférence nationale souveraine, sont très vite revenus à leurs anciennes natures, dès qu'ils se sont aperçus qu'ils ne pourraient pas tous siéger au gouvernement qui m'avait été confié par le peuple réuni en conférence nationale souveraine. Mais parce que nous savions que la voie de la justice et du progrès social était un chemin long et étroit, nous n'avons pas cédé aux sirènes de la facilité par lequel, fort malheureusement, notre pays en est arrivé à sa décadence actuelle. J'ai certainement commis des erreurs, voire des fautes, pour lesquelles je demande votre pardon. Et je pense moi aussi avoir reçu ma part d'enseignement et de sagesse à la suite de ce douloureux parcours. Mais en dépit de l'extrême dureté des épreuves, mon ardeur à défendre à temps et à contre-temps la justice et l'honnêteté politique est demeurée ferme. Mes très chers compatriotes, l'option de la non-violence qui a toujours inspiré l'UDPS se justifie par le fait que le raccourci de la guerre reproduit toujours les germes d'autodestruction et d'arbitraire. Vous avez tous vécu, hier et aujourd'hui encore, la rapidité avec laquelle, telle une métastase, nos politiciens ont trouvé en la rébellion de 1996 un modèle d'accession facile au pouvoir et à l'enrichissement personnel illicite. Cependant, il m'a souvent été reproché une intransigeance excessive qui ne permettrait ni à la réconciliation politique ni à la reconstruction. J'ai toujours affirmé que mon combat n'a jamais visé un homme, quel qu'il soit, mais plutôt un système où le mensonge est érigé en vérité, l'obscurité en lumière et la force en droit. Je vous dois ici quelques explications susceptibles de vous édifier
quant à mon profond attachement à la réconciliation nationale et à l'ouverture. Au plus fort de la guerre dite de libération en novembre 1996, je me suis rendu au Cap Martin en France pour rencontrer le président Mobutu malade, pour obtenir de sa part qu'il comprenne la réalité des enjeux de l'époque, qu'il organise son retrait de façon honorable et qu'il permette aux forces réelles de l'opposition politique que je représentais d'organiser des négociations avec les rebelles afin d'éviter des morts inutiles et la fragilisation de notre souveraineté nationale. Ma démarche avait été incomprise, sinon méprisée ou vilipendée. Rappelez-vous également de mes propositions faites en mars 1987, lorsque, face au désespoir dû à l'avancée des rebelles, le président Mobutu s'était résolu à me laisser diriger le gouvernement suivant la volonté du peuple. Tout en suggérant sa neutralisation à la tête de l'État, j'avais proposé la mise sur pied d'un gouvernement d'union regroupant paritairement l'opposition politique et les rebelles. J'avais également demandé que fût suspendu le Parlement de transition qui n'avait manifestement plus de justification politique avec l'occupation aux 3/4 du territoire par les rebelles et les forces étrangères. Là aussi, mes propositions ont été balayées par ceux-là même à qui nous voulions offrir une sortie acceptable et ordonnée. En prélude à la réconciliation, bien sûr, en prélude à la réconciliation à venir. Ils ont préféré être emportés quelques semaines plus tard par la force du fusil dans l'humiliation la plus totale. Nombre d'entre eux se sont ensuite convertis à leur tour en pseudo-libérateurs, entraînant dans leur élan d'avidité l'érosion de la souveraineté nationale et les guerres à répétition dont les victimes se comptent en millions de morts. Souvenez-vous également de ma visite à notre frère Laurent Désiré Kabila après sa prise de pouvoir par les armes en mai 1997. Il me paraissait urgent de discuter avec lui, en ma qualité de chef de file de l'opposition, des moyens et modalités à envisager en vue de légaliser et de légitimer son pouvoir qui était encore arbitraire. J'ai reçu une fin de non-recevoir et il a préféré m'assigner à résidence. La suite a été non seulement douloureuse pour lui, mais elle a surtout conduit à l'effondrement total des bases de notre société. Enfin, je voudrais vous rappeler Sun City, où tout a été mis en œuvre par les belligérants pour marginaliser et mépriser la vraie opposition politique dont nous étions sans nul doute les principaux représentants, au profit des individualités peu représentatives ou ici en réalité des belligérants. Et pourtant, l'implication de la vraie opposition politique a permis d'éviter la balkanisation du Congo face aux tentatives de deux composantes belligérantes de vouloir à elles seules aboutir à un accord qui allait consacrer une partition des faits de notre pays. L'expérience du gouvernement de transition ici de Sun City, et plus encore celle de la première législature de la Troisième République, ont prouvé très clairement que nous ne pouvions y trouver notre place. Certes, cette période a aussi révélé de nombreuses individualités de talent au sein de ces institutions, y compris au sein de l'Alliance pour la majorité présidentielle de tristes mémoires. Des personnes qui seront appelées à jouer des rôles importants dans le Congo de demain. Mais globalement, les hommes et les institutions n'ont traduit ni une volonté réelle de paix et de réconciliation, ni une volonté de changement, mais une volonté de se maintenir au pouvoir à tout prix par la ruse et le crime pour poursuivre la rapine en toute impunité et perpétuer la perte de notre souveraineté. En effet, en dépit de la propagande creuse sur les embellis économiques, la pauvreté continue de frapper près de 8 Congolais sur 10
et la perception d'injustice sociale a atteint des niveaux jamais égalés dans l'histoire de ce pays. On nous annonce à longueur des journées que les soi-disant 5 chantiers sont la grande nouveauté du siècle qui apportera le salut au peuple congolais. Que les choses soient claires. Nous ne sommes pas contre les tentatives d'amélioration des infrastructures auxquelles nous assistons actuellement. Mais nous dénonçons l'opacité dans la réalisation, le coût et le financement des 5 chantiers, ainsi que l'engagement des priorités. Le Congo et les Congolais ne sont plus dupes. Les 5 chantiers sont devenus un écran de fumée, mieux de la poudre jetée aux yeux des Congolais pour cacher les monstrueux crimes économiques et de sang qui constituent le fondement même de ce régime. L'AMP, devenu MP, depuis peu, oublie que le impère à qui elle aspire tant, l'AMP, devenu MP depuis peu, oublie que le impère à qui elle aspire tant ressemblait, avait à son temps, dans des délais et conditions similaires, réalisé bien plus d'infrastructures. Ces 2 formations politiques n'ont cependant jamais su donner aux Congolais ce qui leur a le plus manqué depuis la disparition du président Kasavubu, à savoir une direction éthique et morale fondée sur le respect du bien commun, la justice sociale et l'état de droit. En outre, manquant d'expérience et de perspectives historiques, l'AMP a renié ses propres engagements constitutionnels en matière de décentralisation qui devrait être le moteur de la pérennisation des infrastructures par une appropriation et une responsabilisation adéquate à la base. Aujourd'hui, 14 ans après son avènement, le pouvoir AFDEL-PPRD-AMP nous offre un tableau des plus désastreux en matière des droits de l'homme. En plus de ces 5 millions de morts résultant des divers conflits, la RDC est devenue une triste référence en matière de violences faites aux femmes. En définitive, le principal enjeu de ce processus électoral est de doter la République démocratique du Congo d'un programme et d'hommes susceptibles 1. D'affirmer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République et de garantir l'intégrité du territoire. 2. De marquer une rupture avec les antivaleurs qui ont conduit le pays dans un cycle aggravé de dévoiement de la règle de droit, des conflits armés, des répressions meurtrières, des prédations économiques et des corruptions généralisées. Et 3. De renforcer l'élan de croissance économique et de coopération internationale sur une base plus responsable et plus équitable, en vue d'accélérer le développement humain et le bien-être des populations. Mes très chers compatriotes, si nous avons pu surmonter le poids de l'histoire en faisant des anciennes puissances colonisatrices nos principaux alliés d'aujourd'hui, pourquoi ne mettions-nous pas notre énergie à forger cette alliance entre nous, filles et fils d'une même nation, pour que triomphe la liberté et la dignité, et que nos faiblesses ne conduisent plus à notre asservissement. Aujourd'hui est arrivé un temps nouveau pour le Congo, un temps de grâce et de rafraîchissement. L'heure du pardon a sonné. La réconciliation nationale et la reconstruction que nous souhaitons exigent de tous les acteurs politiques et de l'ensemble de la nation un véritable dépassement de soi. Si nous ne reconnaissons pas nos fautes et n'accordons pas notre pardon à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont inutilement fait couler le sang ou déposséder le pauvre et l'indigent, nous ne serons pas meilleurs qu'eux. Pire, nous aurons failli à nos responsabilités devant l'histoire et serons responsables de la poursuite de la déchéance nationale. Le pardon que nous nous devons mutuellement ne doit pas être un pardon naïf, sans contrepartie. Pour qu'il soit porteur d'espoir et de changement,
il doit être assorti de l'expression d'un acte de repentance individuelle ou collective et de la mise en place d'un système nouveau où la toge remplace réellement le fusil, où l'arbitraire, le pillage et les crimes n'ont plus droit de citer. Aussi, ce pardon ne doit pas se priver de justice, notamment pour les crimes les plus graves qui ont été commis au cours de ces dernières années, car bien que pardonné, le coupable ne peut être tenu innocent. Comme vous m'avez accordé votre confiance, je me consacrerai à concrétiser ce besoin de réconciliation en mettant ensemble toutes les parties prenantes, y compris les pays étrangers qui sont notoirement impliqués dans nos devoirs et nos succès, afin qu'ensemble, dans un esprit constructif, nous mettions en place un code de conduite susceptible de permettre la préservation de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la dignité de la RDC, tout en assurant à tous la pleine participation à la vie de la nation sur des bases nouvelles. Notre pays est assez grand et riche pour permettre à chaque Congolais d'y trouver le bonheur, dans le respect du droit et de la dignité humaine. De même, s'agissant du développement économique, depuis sa création il y a plus d'un siècle, notre pays a toujours offert des possibilités de commerce aux nations. C'est à nous, Congolais, d'imposer aux nations notre dignité et de leur offrir en retour toutes les possibilités d'échange économique dans nos intérêts réciproques. Mes très chers compatriotes, aujourd'hui plus qu'hier, au regard de l'élan de soutien que vous avez manifesté à l'endroit de ma personne, je mesure que ces longues années de sacrifices collectifs n'ont pas été vaines. Elles ont façonné la maturité et la culture politique du vaillant peuple congolais, plus que jamais déterminé à mettre un terme aux mensonges, à la tricherie et aux falsifications de plus en plus élaborées qui ont élu domicile au sommet de notre pays. Je mesure également la portée du sacrifice consenti par le pays partenaire de l'ONU qui, depuis la mise en place de la mission des Nations Unies au Congo, veulent contribuer à l'édification d'un pays plus stable et plus prospère, au-delà de l'intérêt économique, politique pour l'Afrique et le monde de voir la RDC rompre une gestion prédatrice et liberticide. Nous voulons que l'effort de nos partenaires constitue un réel acte d'humanisme et de solidarité auquel je crois, et que la crédibilité de ce scrutin qui vient d'avoir lieu honore les sacrifices des contribuables occidentaux et la mémoire des martyrs congolais. Cependant, bien que vous ayez été nombreux à manifester votre soutien à ma personne, beaucoup de doutes ont été exprimés ici et là sur la transparence, la crédibilité et surtout l'équité du processus électoral. Comment ne pas douter lorsque l'on assiste à l'utilisation éhontée des deniers du peuple congolais par les acteurs et candidats de l'ancien pouvoir PPRD-AMP qui prétendent faire divers dons aux populations abusées et spoliées. Ils ont monopolisé les médias d'État et ils ont battu impunément campagne en déniant à l'opposition le libre accès aux moyens publics. Nous ne sommes pas à notre première expérience de déni de démocratie de la part du pouvoir PPRD-AMP. Les Congolais ont encore en mémoire les traumatismes des élections de plusieurs gouvernements provinciaux tronqués par la corruption et l'intimidation, et face auxquels les contestations populaires légitimes ont été réprimées dans une sanglante barbarie. N'ayant pas d'autre objectif que de se mettre à tout prix au pouvoir, ils ont unilatéralement décidé de changer les règles du jeu démocratique qu'ils avaient eux-mêmes fixées, et ce à quelques mois de l'échéance électorale. Enfin, je lance un appel pressant à toutes les forces démocratiques de changement et de progrès social
nationale et internationale, au-delà des clivages politiques ou idéologiques, à unir leurs énergies et leurs moyens autour de ma personne pour barrer la route à l'imposture par une grande mobilisation populaire et une vigilance tout azimut. C'est ici le lieu de renouveler mon appel à chaque Congolais de se sentir personnellement concerné en s'assurant que son vote a été réellement comptabilisé et de faire échec à toute tentative de tricherie d'où qu'elle vienne. Mes très chers compatriotes, je vous ai demandé de m'accorder votre confiance. Vous avez pleinement accompli votre devoir. Je mesure l'ampleur des défis et de la tâche qui nous attendent tous sur le plan politique, sécuritaire, économique et social. Avec l'aide de Dieu qui m'a toujours fermement soutenu et préservé pendant ma longue lutte, je me consacrerai à restaurer l'espoir et la confiance entre nous et avec l'extérieur. Au plan politique et de la gouvernance, j'ai pris le ferme engagement de gouverner avec l'ensemble des forces politiques qui ont fait le choix de l'alternance autour de ma personne. Par ailleurs, j'ouvrirai un espace à toutes les forces politiques actuelles qui renoncent à la ruse, l'opportunisme et au crime et adhéreront à notre projet de paix, de réconciliation, de consolidation de la démocratie et de lutte contre la corruption. Je créerai un environnement où seules les personnes consacrées et réellement engagées trouveront plaisir à s'adonner à la gestion de la chose publique, où l'espace politique cessera d'être un repère d'opportunistes, de criminels et de vagabonds politiques en tout genre. En matière économique et sociale, je favoriserai la création d'un climat nouveau, propice à la créativité et l'émulation, susceptible d'attirer et de retenir massivement de nouveaux investisseurs et de remettre les Congolais au travail, grâce à un climat des affaires nettement amélioré et une confiance durablement rétablie. J'ouvrirai des perspectives nouvelles de coopération et d'échange avec nos principaux partenaires bilatéraux et multilatéraux, afin de permettre une croissance économique porteuse d'emplois et un développement humain accéléré en faveur de nos populations. J'approfondirai nos relations fraternelles et complémentaires avec nos pays voisins, avec lesquels nous sommes condamnés par la géographie, l'histoire et la sociologie à avoir des rapports réellement fraternels, pacifiques, responsables et constructifs. Ma vision à ce qui concerne nos relations avec ces pays est de substituer des rapports de méfiance et de conflits par des intérêts économiques partagés, profonds et durables, grâce notamment au cadre d'intégration existant. Pour la paix et le développement humain de nos populations, l'Afrique a le devoir de se montrer à la hauteur des enjeux de l'histoire, comme ont su le faire avant nous l'Europe et d'autres parties du monde. Mon programme pour le quinquennat, élaboré par l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, ainsi que les autres membres de la plateforme qui y a soutenu ma candidature, a été développé dans les documents propositions pour changer le Congo. Je vous invite à vous en imprégner. C'est ensemble que nous le réaliserons dans l'ouverture et les dialogues constructifs. Le Congo sera ce que les Congolais veulent qu'il soit. J'en appelle à la conscience et au sens des responsabilités de tous. Nous avons une communauté de destin. Le moment est venu de porter notre bien commun, la RDC, vers de nouveaux horizons, des horizons de justice et de paix, de liberté et de prospérité. Nous les devons à la Providence, à nos enfants et aux générations futures. Que chaque Congolais donne le maximum et le meilleur au Congo. Devenu grand et fort, il nous les rendra plusieurs fois. Mes chers amis, partagez mon message autour de vous, dans vos familles,
vos cellules, vos quartiers ou villages. Soyez toujours en paix et ne cédez pas à la provocation. Et je sais pouvoir compter sur votre volonté de changement et votre détermination à vaincre pour faire la différence. Que Dieu bénisse notre nation. Fait et actualisé à Kinshasa le 2 décembre 2011. Signé Etienne Tshisekedi, président élu de la République démocratique du Congo. Fin de citation. Je vous remercie.